Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, la science au service de l'aménagement. Timothée, aujourd'hui une chronique qui est une suite spirituelle en quelque sorte de celle réalisée sur la géofonctionnalité des sols et des sous-sols avec Ottone Scamacca et l'IRD. Oui, la géofonctionnalité des sols, ou comment, à travers des méthodologies de scénarios se basant sur la compréhension et l'intégration de la géodiversité et de sa fonctionnalité, la science permet aux acteurs du territoire d'aménager les espaces en bonne connaissance de cause des enjeux des sols et des sous-sols, qui, rappelons-le, sont le socle du monde vivant. Oui, donc dit autrement, comment la science nous permet d'en apprendre plus sur le sol pour gérer en âme et conscience notre territoire, on s'en souvient. Et il me semble que tu voulais aussi revenir sur un élément plus précis aujourd'hui, c'est bien ça ? Et oui, tout à fait Florian. Je le rappelle, les sols et nos sous-sols sont de nature très variée et regorgent de ressources différentes en interaction avec les milieux naturels et anthropiques pour humains. Tout ceci donne lieu à des services écosystémiques, donc des matières premières, de l'eau, des produits alimentaires, des produits énergétiques, des activités récréatives, culturelles, dont on peut essayer de se saisir selon les orientations que nous voulons pour notre territoire, en sachant que nos actions auront un impact positif ou négatif sur d'autres ressources. C'est ce qu'on appelle des risques. Un risque, c'est forcément négatif, non ? Eh bien non, pas dans cette configuration. Un risque, c'est simplement une conséquence probable liée à une modification des milieux. Par exemple, la diminution de la qualité de l'eau suite à un chantier, c'est peut-être un risque négatif. L'accès au logement de qualité pour une partie de la population et donc l'augmentation du niveau de vie grâce à ce même événement, c'est un risque peut-être positif. Très bien, et donc la dernière fois tu avais expliqué que notre patrimoine abiotique pouvait être utilisé, mis en valeur de différentes manières, avec des logements, en développant l'agriculture, etc. Tu as aussi parlé évidemment des mines et tu souhaites revenir là-dessus aujourd'hui. C'est ça, les mines, c'est un sujet passionnant et encore plus en Guyane. Comme expliqué la semaine dernière, Ottone a travaillé sur la construction de scénarios d'aménagement autour de l'exploitation d'or. J'ai trouvé important donc qu'on revienne un peu plus là-dessus, étant donné l'importance que revêt ce secteur d'activité dans l'histoire et la société guyanaise. Ah oui, tu trouves ? Pourquoi est-ce que c'est si important selon toi ? Bah voyons, qui ici n'a jamais eu de conversation enflammée au sujet de l'or ou de la manière dont on l'exploite ? Sur les orpailleurs illégaux, sur la nécessité ou non d'aller chercher cette ressource au détriment parfois de la biodiversité ou même de la santé humaine. Combien sur notre sol vivent au jour le jour en attendant de trouver le bon filon ? Depuis la première ruée vers l'or guyanaise, qui a débuté aux alentours de la seconde moitié du 19e siècle, avec la découverte, entre guillemets, d'or dans l'Aprouague, la course au métal précieux jaune a ponctué l'histoire de la Guyane française. On retrouve d'ailleurs encore des traces de cette influence dans l'histoire, comme le prouvent les villages de Saint-Élie ou de Saül. Les récits de ces hommes aux origines multiples, tous réunis par cette même soif du métal jaune, imprègnent notre mémoire collective. La quête de l'or a une emprise culturelle, économique, géographique et sociale en Guyane française, c'est un fait. Une emprise sur notre passé, mais qui appose son empreinte également sur notre présent aussi, évidemment, et doit donc nous pousser à répondre à certaines questions en tant que société qui prépare son futur. Quelle place voulons-nous continuer à accorder à l'exploitation de cette ressource et sous quelle forme ? À l'aide des recherches d'Ottone, les orientations autour de ces questions peuvent être présentées et comprises plus facilement par les décideurs. Pour schématiser, les scénarios produits par Ottone permettent de présenter des orientations différentes, permettant toutes de remplir les objectifs des acteurs, mais avec des stratégies variées. Par exemple, pour un groupe d'acteurs qui voudrait exploiter de l'or, on peut proposer de centraliser l'exploitation sur un seul grand site, mais ça va faire beaucoup de coûts environnementaux au même endroit. Alors, un autre scénario peut proposer de répartir ce coût environnemental sur 3 sites différents d'une taille plus réduite. Mais on peut aussi imaginer de faire ça sur 15 sites différents tout petits. C'est juste que les coûts environnementaux, humains et financiers, économiques seront différents selon les 3 scénarios. Et ça va dépendre de ce que vont vouloir les acteurs. Le tout, c'est qu'ils aient toutes les informations sur les risques qui vont accompagner telle ou telle stratégie, qu'ils puissent prendre les décisions en toute connaissance de cause. Et ces scénarios, ils marchent pour l'illégal aussi ? Alors non, effectivement, c'est important de le préciser, on parle là uniquement du légal, avec ses réglementations qui imposent certaines limites et un certain cadre aux projets légaux. C'est d'ailleurs là une des grandes difficultés de ce genre de recherche, c'est un problème que l'on retrouve aussi avec les études sur la pêche par exemple, c'est la prise en compte de l'illégal, ou plutôt la difficulté à la prendre en compte, la quantifier et à la maîtriser. Dans son travail, Ottone a créé ce qu'on appelle des projets miniers types. On définit les caractéristiques de ce qu'est un projet, dites de grande, de moyenne ou de petite taille par exemple. Mais on peut aussi d'ailleurs se baser sur une différenciation via le mode de récupération, le contexte socio-économique, environnemental, etc.
Mais donc, le travail lié à la caractérisation illégale est donc forcément plus complexe, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de futures recherches qui vont suivre la thèse d'automne, et qui sont d'ailleurs en cours de réalisation, compléter la typologie des systèmes mines autour de l'illégal. Et pourquoi c'est plus dur à caractériser l'illégal? Mais en fait, pour plein de raisons. C'est moins facile à étudier déjà, les limites des périmètres sont également beaucoup plus floues, on ne sait pas quand une mine commence et quand elle s'arrête, et forcément, on n'a pas de documents administratifs pour les caractériser et les suivre. Elles utilisent des techniques différentes qui parfois ne sont pas vraiment comprises ou recensées. Le nombre de personnes qui travaillent dessus change, les moyens qui sont à leur disposition évoluent aussi en permanence. L'illégal, en fait, c'est très versatile, c'est très résilient, ça s'adapte car c'est avant tout une activité de subsistance, de survie, qui est basée en fait sur l'absence de richesse. D'où d'ailleurs les difficultés pour l'arrêter, mais du coup aussi pour l'étudier. En revanche, il est vrai que les impacts environnementaux, eux, sont mieux connus. Oui, c'est un ami à moi qui m'expliquait que notamment dans l'Ouest, le mercure avait atteint la chaîne trophique en contaminant des petits poissons, eux-mêmes mangés par des gros poissons, eux-mêmes mangés par l'homme, exact, au risque d'être contaminés par le méthylmercure, une des formes les plus toxiques et volatiles du mercure, ce qui peut entraîner divers handicaps, tout particulièrement sur les jeunes enfants. Mais revenons à nos brebis. Quand on parle d'illégal, on flirte aussi souvent avec l'informel. C'est aussi un système très communautaire, très ressemblant, mais sur lequel on manque également de données. Et ces données, il en faudra également pour conseiller les acteurs à ce niveau-là. Tu en parles depuis la semaine dernière, mais qu'entends-tu exactement par là? C'est très simple, on a un territoire et on a des gens qui vivent dessus. Habitants, associations, entreprises, élus, ces acteurs doivent définir ensemble, dans un monde idéal, la vision qu'ils ont de ce territoire, d'un point de vue écologique, économique, social et culturel. De là, ils peuvent faire preuve de volonté pour améliorer tel ou tel aspect, lancer un projet ici, ou conserver une zone là. La science participe donc à la prise de décision en apportant les connaissances nécessaires à la bonne application de la loi, tout en proposant des méthodologies pour appréhender les complexes questions qui régissent le territoire. Pour l'or, on a compris qu'elle ferait probablement partie du territoire. Après avoir défini pourquoi, il faut savoir comment. Et pour ça, on compte donc sur des études prospectives, des simulations, bref, des scénarios, pour trouver un compromis entre les acteurs. Ça doit prendre du temps de trouver des compromis, non? Ça dépend. Mais au risque de t'étonner, ça ne doit pas être vu comme un problème. La question de la variable temporelle est également très importante. Il subsiste là-dessus plusieurs enjeux. Le premier est en lien direct avec les scénarios. La variable de l'échelle de temps des orientations peut faire varier grandement la vision et les discussions à mettre en exergue sur des projets. Ceci amène à une autre difficulté. Pour bien prendre en compte tous les paramètres, pour mettre au clair en fait la meilleure vision possible, il faut parvenir au maximum à trouver un compromis entre le temps scientifique, qui fonctionne plutôt à long terme, et celui des élus qui est plutôt sur le court terme forcément. Comment faire comprendre par exemple les bénéfices d'un scénario de projet sur 50 ans à un élu qui n'en verra que les travaux de lancement? On pourrait dire que la science doit s'adapter à l'opérationnel, mais il faut aussi espérer qu'au maximum, la politique parvienne à s'ouvrir à des objectifs et des processus s'étalant sur un espace-temps beaucoup plus large, afin de répondre au mieux aux enjeux. Mais c'est compliqué et ça l'est notamment parce que, au-delà de toute question scientifique, Florian tu l'as compris, ici on parle du sol, de la terre, et comme le dit Thomas King dans son ouvrage L'Indien Malcommode, la terre est au centre de tous les enjeux politiques. C'est l'essence de la vie, certes, mais aussi du pouvoir via la propriété. Un élément dont Auton et son équipe sont parfaitement conscients et qui, sois-en sûr Florian, est au centre de l'intention de plusieurs scientifiques qui travaillent sur ces questions en Guyane ou ailleurs. Chers auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À très bientôt.